Baisse de certaines taxes sur le corridor Dakar-Bamako. Elle est effective depuis le lundi dernier. Les transporteurs maliens bénéficient de cette réduction après une série de rencontres entre les autorités de nos deux pays. Le Mali va abriter du 4 au 11 février de 2023 la conférence annuelle du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats. Les activités préparatoires ont été lancées par le ministre en charge de la justice. Il est décédé le 10 novembre 2020. Il s'agit du président Amadou Toumani Touré et pour la commémoration des 2 ans de sa disparition, sa famille et ses amis lui rendent hommage à travers des actions de solidarité. L'école publique de Sébénikoro a été réhabilitée et équipée. Les élèves, eux, ont reçu des kits scolaires et des vêtements. Les programmes transfrontaliers Sigiri Kangaba et Mandiana Yanfolila sont lancés. Ils vont coûter 6 milliards de francs CFA et visent à favoriser la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration socio-économique en Afrique. Bonsoir, bienvenue. COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. En marge des travaux, colonel Abdoulaye Maïga, le Premier ministre par intérim, a rencontré plusieurs chefs d'État et autres autorités. Il s'est notamment entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le chef du gouvernement par intérim a rencontré aussi le président du Kenya, William Ruto. Autre rencontre, celle avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa et avec Eva Bazaïda Massoudi, vice-première ministre de la République démocratique du Congo. Avec chacune de ces personnalités, il a été question des sujets d'intérêt commun entre le Mali et leur pays et organisations respectives. Voilà les images de la rencontre du Premier ministre par intérim à Sharm el-Sheikh en Égypte. Après le départ du Premier ministre par intérim, la poursuite des activités de la délégation malienne est conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Modibo Kouné a rencontré la délégation malienne pour une séance d'information sur la participation du Mali à la COP 27. Envoyés spéciaux Aguibou Koulibaly et Mbarakou Meiga. Présente à cette rencontre internationale, la délégation malienne composée des représentants du ministère en charge de l'environnement, de l'énergie et de l'eau, des ONG, des collectivités territoriales et d'autres acteurs entend tisser des partenariats avec d'autres organismes dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. À la COP 27, parce qu'en fait, on est en train de chercher l'accréditation au fonds climat et puis au fonds d'adaptation. Et cela, c'est pour que les collectivités territoriales investissent dans des projets d'atténuation et puis d'adaptation au changement climatique. Nous sommes présents à la COP 27 ici, sur l'invitation de l'Alliance solaire internationale, dont M. Ramesh Kumar est le directeur du programme. Donc nous sommes en train de développer un programme de 500 MW en solaire au Mali. Ils ont commencé les études de faisabilité dans le projet pilote solaire à Doumba, qui est 100 MW. Donc c'est les opportunités d'investissement en énergie sur le Mali qu'on va présenter aujourd'hui aux partenaires. Ils ont invité beaucoup de partenaires financiers. Donc on va les présenter dès que les études vont finir pour que les partenaires puissent faire des annonces aujourd'hui pour la construction de ces grands parcs solaires au Mali. Les femmes entrepreneuses ne sont pas restées en marge de cette rencontre. Je suis très heureux d'être parmi la délégation malienne. Et c'est la première fois que les femmes rurales participent au COP. Aujourd'hui, je suis très content. Mais la prochaine fois, nous souhaiterons d'avoir même une petite scène pour montrer la couleur du Mali vraiment. Pour la diplomatie malienne en Égypte, c'est elle qui est honorée avec cette forte délégation malienne. Tous ceux qui sont venus, que ce soit le secteur privé ou le secteur environnemental, vraiment merci pour les efforts et nous prions le bon Dieu qu'Allah bénisse le Mali dans cette lutte contre la désertification, contre le changement climatique. Dire à chacune et à chacun de vous que la COP est une occasion d'opportunité, surtout pour vous et pour votre pays. Le ministère de l'Environnement, par le canal de l'AEDD et les conseillers techniques, sont à votre disposition pour toutes les rencontres pertinentes qui doivent se faire. Donc je voudrais inviter tous à continuer vos négociations, mais aussi dans ces négociations à faire participer vos confrères de ces agences-là pour conclure des activités probantes pour notre pays. Faire en sorte que ces partenaires puissent compter sur le gouvernement pour la mise en œuvre de ces projets respectifs.
Rappelons qu'au cours de cette conférence, plusieurs communications sont au programme pour la délégation malienne. Le Mali, à travers le syndicat autonome de la magistrature, organise du 4 au 11 février 2023 la conférence annuelle du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats. Pour mieux édifier l'opinion nationale et internationale, ils ont initié une conférence de presse qui a été présidée par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, Fousseni Tounkara. Le syndicat autonome de la magistrature SAM s'active à accueillir un événement majeur. Il s'agit de la conférence annuelle du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats. Cette cérémonie marque ainsi le lancement des activités préparatoires de ce rendez-vous prévu du 4 au 11 février 2023. L'objectif global recherché est de renouveler l'engagement et l'attachement du Mali aux principes et valeurs universelles, tant sur le plan national qu'international. Nous savons qu'en nous engageant à organiser la conférence annuelle des magistrats, nous avons engagé notre pays. Les délégués attendus à Bamako pour cette conférence sont estimés à 800 et pour relever les défis organisationnels, une équipe est mise en place composée de magistrats et élargie à d'autres compétences. Et cet événement est placé sous la présidence du chef de l'État, président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons intitulé le thème général « Protection des droits humains en période de crise ». C'est avec les bras ouverts que le département en charge des questions de justice accueille ce rendez-vous d'envergure internationale. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a pris toute la mesure de ces grands événements que nous devons organiser dans les meilleures conditions possibles pour l'honneur de notre pays. C'est donc avec un grand plaisir que je mets personnellement à la disposition de la commission d'organisation la somme symbolique de 1 million de francs CFA en guise de contribution au budget pour l'organisation de cette importante conférence dans notre pays. On retient aussi de cette conférence que le groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats, qui est attendu à Bamako courant le mois de février prochain, est en place depuis 1959. La sauvegarde de l'indépendance du pouvoir judiciaire est l'une de ses missions. La Cour constitutionnelle du Mali s'apprête à mettre à la disposition du public deux guides, le guide du contentieux électoral à l'intention du requérant et celui à l'intention du citoyen. Ces deux documents qui sont proposés pour validation sont réalisés en collaboration avec la Fondation des systèmes électoraux. Batraouri. Pour une meilleure accessibilité de ces services, la Cour constitutionnelle du Mali a entrepris la rédaction de deux guides. Il s'agit du guide du contentieux électoral à l'intention du requérant et celui destiné aux citoyens. Ces deux documents sont à l'étude pendant 2 jours pour validation. Un guide pour le requérant, c'est-à-dire au cours du processus électoral, la personne, femme ou homme, qui, pour une raison ou une autre, pense pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour contester ou pour faire valoir ses droits. Un autre guide pour le citoyen, tout citoyen qui s'intéresse à la question électorale, qui veut comprendre les pouvoirs, les compétences, les missions de la Cour constitutionnelle, les mécanismes par lesquels il faut passer, les délais, ainsi de suite. L'objectif est l'amélioration des prestations de la Cour constitutionnelle, cela dans le but d'une meilleure compréhension des décisions qu'elle serait amenée à prendre dans le cadre de sa mission. Nous sommes à la recherche de cette facilitation, de cette pacification, pour que nous puissions mettre à la disposition des uns et des autres des outils qui vont nous aider non seulement à faire passer nos décisions, mais à les faire accepter. Mais c'est des éléments qui viendront s'ajouter, qui viendront rencontrer nos valeurs professionnelles d'objectivité, d'impartialité, d'indépendance. L'élaboration des deux guides est le fruit de la bonne collaboration entre la Cour constitutionnelle du Mali et son partenaire, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Depuis le 7 novembre dernier, les transporteurs maliens bénéficient d'une baisse de certaines taxes sur le corridor Dakar-Bamako. Cette baisse consentie par les douanes sénégalaises fait suite à une série de rencontres entre les autorités douanières et portuaires sénégalaises et les chambres consulaires du Mali. Pour plus de détails, écoutons le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Youssouf Bachili. Il répond aux questions de Mamari Koné. Vous le savez, 70%
presque de nos trafics passent par ces corridors. À l'exportation aussi, 70 sinon 80% aussi passent par là. Les frais d'escorte que les douanes sénégalais prenaient avec nos camions maliens étaient autour de 70 000 francs CFA par camion. Contrairement à ce que nous payons au Mali ici, c'est 2500 francs CFA par camion. Les TS, qu'on appelle peut-être travail supplémentaire, l'administration de la douane malienne aussi nous prélève ici 10 000 contre 75 000 francs CFA avec la partie sénégalaise. Ensuite, les remises de documents aussi, la douane sénégalaise peut lever ça avec nos transitaires au niveau de frontières. Ils faisaient aussi 5 000 francs par dossier. Bref, les 26 ou les 27, nous avons eu l'accord avec la partie sénégalaise. Après nos différents échanges, on a trouvé un accord de réduction de 150 000 à 20 000 francs CFA et par camion. Les combats qui dépassent 5 camions, ou qui valent 5 camions. Mais si c'est combat spécial, qui ne valent pas 5 camions, c'est 30 000. Ce qu'on appelle le combat ordinaire et puis le combat spécial. Donc, chaque matin, s'il y a un combat qui sort, après, vous venez voir l'administration de la douane, vous êtes pressé, vous ne pouvez pas attendre le lendemain. Vous pouvez faire une demande de combat spécial, on vous escorte. Ça, c'est 30 000 francs par camion. C'est cet accord que nous avons eu avec la douane sénégalaise. La mise en œuvre a commencé depuis lundi, le 7 novembre. C'est effectif à partir du Sénégal. Bon, les retombées, c'est un manque financier qui dépasse 10 milliards CFA. 2 cadres de partenariat ont été mis en place pour renforcer l'employabilité des jeunes et des femmes au Mali. Ils sont scellés entre le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, et ceux en charge de la promotion de la femme et de l'enseignement supérieur. Les documents ont été signés ce mardi par les 3 ministres Mohamed Kantao et Aliou Touré. La solidarité entre 3 départements ministériels aboutit à la signature de 2 cadres de partenariat pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des filles au Mali. Le premier concerne le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et celui de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il vise à soutenir l'entrepreneuriat féminin, les activités génératrices de revenus, à renforcer les capacités opérationnelles des femmes et assurer les suivis et évaluations du partenariat. J'ai instruit à mes services compétents de prendre toutes les dispositions pour la matérialisation de cette initiative dont l'objectif est de renforcer le partenariat entre nos 2 départements pour l'amélioration des conditions d'accès à l'emploi des femmes et des filles au Mali. Le deuxième partenariat signé entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle concerne 6 axes. Il s'agit de la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire, la réalisation et la capitalisation d'études d'identification des métiers porteurs et l'organisation d'événements promotionnels. Les 2 parties s'engagent également à mettre en place dans les universités, les grandes écoles et instituts des cellules de suivi et d'insertion des diplômés ainsi que des cellules d'incubation et de coaching des jeunes étudiants entrepreneurs. 3 urgences à prendre en charge. Premièrement, l'impréparation de nos jeunes diplômés à intégrer le monde de l'emploi. Et deuxièmement, le manque de densité structurelle de notre économie face aux exigences du nouveau monde du travail. Et enfin, la faible viabilité des entreprises créées par nos jeunes. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui est au centre de ces 2 cadres de partenariat, s'est réjoui de l'initiative. Les techniciens de nos départements ont pris les dispositions en mettant en place de part et d'autre un comité de suivi qui va périodiquement se réunir pour analyser, évaluer, puis projeter pour qu'on puisse atteindre les résultats que nous nous sommes fixés en élaborant les plans d'action. Selon les 3 membres du gouvernement, cette collaboration tripartite qui va durer 3 ans est une contribution pour une transition apaisée, des emplois décents pour la population et l'amélioration de la qualité des formations.
C'est parti pour les compétitions de pitch pour la sélection de 500 jeunes entrepreneurs dans 10 régions et Bamako. Ces jeunes seront les bénéficiaires de la deuxième phase du programme Entrepreneuriat Jeunesse du PNUD en partenariat avec la fondation Tony Elumelou. Reportage Nourem Sissoko. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, en partenariat avec TEF, la fondation Tony Elumelou, a lancé le processus de sélection des 500 bénéficiaires de la phase 2 de son programme Entrepreneuriat Jeunesse. Ce programme, placé sous la tutelle du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, concerne 10 régions et le district de Bamako. Il bénéficie de l'appui financier de l'ambassade du Luxembourg au Mali. Cette deuxième phase du programme cible le financement de 500 entrepreneurs à hauteur de $2 500 chacun. À ceux qui ne seront pas sélectionnés, je vous invite à mettre à profit les acquis de la formation reçue pour améliorer vos capacités de gestion d'entreprise ou vos plans d'affaires. Soutenir les jeunes entrepreneurs, de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de faciliter un apprentissage de qualité, d'améliorer l'accès des jeunes femmes et hommes au marché du travail. C'est dans cette optique que le Luxembourg a décidé de soutenir le programme du PNUD avec un financement de plus de 2 millions d'euros, soit près de 1,5 milliard de francs CFA. Ce programme Entrepreneuriat Jeunesse s'inscrit dans la dynamique de formation, de financement et d'encadrement de 10 000 jeunes entrepreneurs sur 3 ans pour soutenir la relance économique. Les compétitions de pitch qui démarrent vous donneront l'occasion de démontrer votre savoir-faire en matière d'entrepreneuriat sur la base des nouvelles compétences que vous avez acquises lors des différentes sessions de formation auxquelles vous avez participé. Le programme Entrepreneuriat Jeunesse Mali va en droite ligne du protocole d'accord signé en 2017 entre le PNUD et la fondation Tony Elumelou. Il consiste à accompagner 100 000 jeunes entrepreneurs en Afrique en 10 ans. 2 ans après sa disparition, la famille et les amis du président Amadou Toumani Touré lui rendent hommage à travers une cérémonie de donation aux élèves de l'école publique de Sébenikoro en commune 4 de Bamako. D'importantes quantités de kits scolaires, de vêtements et autres matériels ont été livrés, sans oublier la réhabilitation de l'équipement de toutes les salles de classe. Le compte rendu de Alousseni Touré. Les salles de classe des écoles A, B et C du groupe scolaire de Sébenikoro ont connu un véritable lifting avec des équipements de table-banc de qualité, sans oublier les sanitaires. Ce matin, les élèves de ces établissements se sont vus remettre des équipements individuels. Le tout est à mettre à l'actif de la fondation Amadou Toumani Touré qui nous a quittés le 10 novembre 2020, soit 2 ans jour pour jour. Ainsi, 2197 kits scolaires composés de sacs, cahiers, ardoises, craies et crayons de couleur seront répartis entre les 3 groupes scolaires A, B, C et 2 associations de promotion de la jeunesse pour un coût total de l'ordre de 16 500 000 francs CFA. L'homme que l'on célèbre ce matin est un humaniste, un apôtre de la paix et du dialogue social, mais ATT est avant tout un bâtisseur. L'éducation occupe une place de premier choix dans ses actions, d'où le choix porté sur les écoles pour cette manifestation. Aujourd'hui, nous sommes tous frappés par l'immensité de l'œuvre accomplie par le général Amadou Toumani Touré tout au long de sa vie d'homme, de soldat et de président de la République. ATT a su faire de sa vie une utilité au service du plus grand nombre, dont les enfants, ses amis. Cette profonde affection aux enfants, née au cœur de la transition de mars 1991, s'est étendue à toutes les générations d'enfants maliens. Cette commémoration du 2e anniversaire de son rappel à Dieu se tient dans un lieu approprié, à savoir l'école de Sébenikoro. Par-delà la mort, nous célébrons au plan symbolique l'élève Amadou Toumani Touré, le professeur d'histoire et de géographie, l'élève officier de l'EMIA, l'instructeur et le formateur paracommando. Les bénéficiaires se disent comblés et formulent des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. En rénovant nos salles de classe,
en nous dotant de tables bancs suffisants, sans oublier les kits scolaires pour chaque élève. Vous nous mettez du coup dans les conditions idoines de travail. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui, au même titre que les enfants bénéficiaires de l'œuvre sociale de réhabilitation des salles de classe que vous voyez là, qui sont au nombre de 18, pour le bonheur de 1151 enfants qui fréquentent ce groupe scolaire. Les amis du président ATT, que sont les enfants, ont tenu à rappeler les réalisations de leur papy et bienfaiteur afin que son souvenir reste vivace dans les mémoires et pour longtemps. Lancement des programmes transfrontaliers Sigiri, Kangaba et Mandiana Yanfolila. Ces programmes visent non seulement à favoriser la paix, la sécurité, la stabilité, mais également à faciliter l'intégration socio-économique et le développement durable de l'Afrique. L'activité est financée par l'Allemagne à hauteur de près de 6 milliards de francs CFA. C'était à Bankon, région de Kankan, en Guinée. Envoyés spéciaux, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga. Cette cérémonie consacre le lancement des activités des programmes transfrontaliers de développement local des groupements locaux de coopération transfrontalière Sigiri, Kangaba et Mandiana Yanfolila dans le village de Nafadji dans la région administrative de Kankan. Les activités ciblées concernent la réalisation de périmètres maraîchers transfrontaliers destinés aux femmes du Mali et de la Guinée-Conakry. Le programme Sigiri Kangaba est évalué à 2 milliards de francs CFA et celui de Mandiana Yanfolila s'élève à 4 milliards de francs CFA. Nous sommes en train de travailler sous la bannière du ministre de l'administration du territoire de la Guinée, du ministre de l'administration territoriale du Mali, qui nous ont mandaté de travailler les frontières, pour clarifier les lignes frontières, mais faire en sorte que ce soit des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux d'aménagement, des lieux de développement. Les faits d'état civil, mariage, décès, ces populations partagent tous ces événements-là ensemble. Il suffit de quelques appuis pour que leurs problèmes soient réglés. Ce lancement est une sollicitation des deux États dans le souci de mettre en œuvre des projets conjoints de développement local. Les schémas nationaux d'aménagement du territoire et les politiques sectorielles des différents pays ne prennent pas suffisamment en compte les zones frontalières. C'est pourquoi la mise en place des groupements locaux de coopération transfrontalière constitue un tremplin non seulement pour la prévention des conflits et la promotion de l'intégration de proximité, mais aussi et surtout pour la correction du déséquilibre de développement entre les centres et les périphéries nationaux. Ce programme transfrontalier de l'Union africaine devra permettre aux autorités maliennes et guinéennes de lutter contre l'insécurité galopante, le trafic clandestin des produits illicites ainsi que les conflits environnementaux à travers le long des frontières des deux pays. Cette forme de coopération entre les deux pays vise à consolider leurs relations séculaires et fraternelles et de concorde, d'une part, et d'autre part, de promouvoir le développement et la sécurisation des espaces frontaliers en vue d'opérationnaliser cette coopération. Cette cérémonie de lancement a pour objectif officialiser la mise en œuvre des PTDR. Le coût des programmes transfrontaliers de développement local des groupements locaux de coopération transfrontalière Sigiri Kangaba et Mandiana Yanfolila s'élève à près de 6 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans et les groupements sont chargés de chercher le financement. Plus de dévouement, de vigilance et de responsabilité des soldats de l'économie. Autant de messages véhiculés par le directeur général des douanes à Ségou à l'adresse de ses collègues pour renflouer les caisses. C'était ce matin lors de la rencontre des cadres des douanes régionales de Mopti, Koutiala, Ségou. Le point de cette visite avec Ramata Konaté et Bassi Traoré.
Des mots d'encouragement et de réarmement moral de ces troupes, assortis d'un seul objectif, la mobilisation des recettes d'ici fin 2022. Voilà résumé la visite du directeur général des douanes dans la région de Ségou. Inspecteur général Amadou Konaté en contact direct avec les directions régionales de Mopti, Koutiala et Ségou. Il résulte un cap à réaliser de 147 milliards 135 pour les 2 derniers mois qui restent. Il faudrait que nous réalisions 73 milliards 568 mensuels. Pour sa part, la région de Ségou doit mobiliser plus de 4 milliards de francs CFA d'ici fin 2022. De façon générale, le cap des 147 milliards en ces 2 derniers mois de l'année est à portée de main, mais à condition. Nous comptons sur l'ensemble des douaniers, tous, qu'on soit dans la gestion ou dans la conception. Chacun doit se dire, bon, écoutez, j'ai ma part à apporter pour que nous soyons au rendez-vous. Aussi, cette année, malgré les crises multiformes, Covid-19, embargo, crise Russie-Ukraine et autres, les soldats de l'économie ont mouillé le maillot, mais des efforts restent à faire. De janvier à octobre, les douanes ont réalisé un total de 464 milliards 155, ce qui fait un taux de réalisation de 75,93% par rapport aux prévisions corrigées, c'est-à-dire par rapport aux 611,290 milliards. C'est vous dire que nous sommes en deçà des attentes. Malgré ce contexte difficile, l'État accompagne la douane à travers des mesures comme le Code des douanes, le texte organisationnel de la douane, la reconnaissance du mérite douanier. Auparavant, le directeur général et sa délégation avaient rendu une visite de courtoisie au gouverneur de Ségou qui a salué les efforts de la douane régionale. Globalement, nous sommes satisfaits de notre douane pour ce qu'elle fait pour la région et de façon large pour ce qu'elle fait pour le pays. Aujourd'hui, l'occasion m'a été donnée d'évoquer avec le DG l'ensemble des préoccupations qui sont essentiellement liées aux problèmes du personnel. En marge de la visite des champs, le PDG de l'Office du Niger et sa délégation ont rencontré les agents dans les zones de production. Objectif, échanger sur les réformes en cours au sein de l'Office et recenser leurs préoccupations. Auparavant, la délégation a visité le site du projet Ndeboukou 4, un projet tenu par le Mali et l'Allemagne à hauteur de 30 milliards de francs CFA financé par la KfW. Les détails avec Ramata Konaté et Karamro Traoré. Bamako et Berlin décident main dans la main de booster l'agriculture dans la région de Ségou. Ndeboukou 4 est porteur de ce projet qui va démarrer très prochainement. C'est une réhabilitation de 4200 hectares. Il y a 3200 hectares anciens et 1000 hectares nouveaux qu'on doit aménager. C'est sur financement de la KfW pour environ 30 milliards de francs CFA. D'ici le fin décembre 2022, on va lancer tous les travaux. Dans quelques semaines donc, des milliers de producteurs profiteront de ce projet intégrateur. Quand vous voyez le canal qu'on doit faire, c'est le canal Gruber, il fait 15 km. Et il va desservir plus de 25 000 hectares. C'est toute une population, les paysans de la zone de Nyono et de Ndeboukou, qui seront tous liés à ce projet. Et aussi, il y a beaucoup d'activités d'accompagnement des paysans qui sont là. À ceci s'ajoute le drain du Kala inférieur Est, Kaye, long de 33 km pour toutes les eaux de Nyono et Ndeboukou. À travers ce projet, plusieurs pas seront franchis pour garantir l'autosuffisance alimentaire au Mali. Et c'est là la concrétisation d'une promesse des plus hautes autorités du pays. En marge de cette visite, le PDG de l'Office du Niger et sa délégation ont rencontré les agents des zones de production sur les réformes entreprises au sein de la structure. Il y a eu beaucoup de réformes. Après la création de la direction des ressources humaines, il y a un cadre organique, un plan de manuel de formation, un plan de carrière qui a pour but une meilleure gestion, la motivation même du personnel. Ici, il est question de galvaniser davantage les agents et de renforcer leurs capacités en vue d'augmenter le rendement.
Nous restons à Ségou. La chefferie traditionnelle a toujours joué un rôle de premier plan dans la régulation des liens sociaux. La révalorisation de leurs fonctions par le président de la transition à travers la remise des insignes et certificats à ces légitimités traditionnelles est une étape importante dans la refondation du Mali. Les chefs coutumiers de la région du Ségou saluent cette initiative heureuse du colonel Assimi Goïta et entendent jouer toute leur partition pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Suivant un dossier réalisé par l'ORTM Ségou signé Kandesila. Ils arborent fièrement leur insigne distinctif dans toutes les cérémonies. Depuis la remise symbolique des insignes et des certificats aux chefs des fractions, villages et quartiers par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, le 18 juillet dernier. Point de jonction entre les dirigeants et les dirigés, la gouvernance coutumière n'en demande pas mieux pour le renouveau du Mali. Depuis la nuit des temps, les légitimités traditionnelles dont l'influence a été remise en cause ont toujours joué un rôle prépondérant dans la société. Rôle d'arbitre, rôle de régulation des liens sociaux ou d'interface entre l'administration et les populations. Yalsa olu dugu fila bi kuma cogo di o bɛna kuma cogo min na fɔlɔ o dugu fila olu de fila ɲɔgɔn ye kungo dancɛ la o kuma tun bɛ fɔ ye k'o ban o y'o kɛlɛ bannen o hali dugutigi bulo la n'i si ma se dugutigi bulo taali ye i tɛ se ka taa n'i welela dugutigi bulo la i yɛrɛ b'a fɔ i ka denbaya ye ne ye kungo sɔrɔ bi koyi u ye n wele fɔ dugutigi fɛ yen furu tun bɛ sa o la fɔlɔ kabini an bilala waati dɔw la an bɛ o waati min kɔnɔna na dugutigiw u tɔgɔ kununa u tɔgɔ ma ye dugutigiw tɔgɔ tun bɛ fɛn o fɛn na kɔsa na o ye nisɔngɔko ye ni maa min y'a ye Asimu ye a y'i kɔfilɛ dugutigiw la k'a sabu kɛ ka fɛn di dugutigiw ma fɛn b'u ni maatɔ bɔ ɲɔgɔn n'o ye médaille ye anw kɔni b'a fo dantɛ foli min na an bɛ dugawu fana kɛ a ye a n'a ka mara ye. La chefferie traditionnelle était le courant de transmission vers le pouvoir central. Et la chefferie traditionnelle, à ce titre-là, gérait tous les problèmes des villageois. L'avènement politique chez nous, je ne le cache pas, a un peu déséquilibré la chefferie traditionnelle. Et ça a un peu désavoué la chefferie traditionnelle. C'est une fonction bénévole. Est-ce que si on ne les motive pas, ils vont continuer à bien faire le travail? C'est un point d'interrogation. Ce regain d'intérêt, voire cette révalorisation de la fonction des chefs des fractions, villages et quartiers, reste légitime dans le contexte actuel du pays. Le président de la transition a donné les macarons à tous les chefs de villages, quartiers et fractions du Mali. Donc, aujourd'hui, quand on voit un chef de village, ce n'est pas la peine que vraiment il se montre. On le voit avec ses insignes. Et tous les chefs de village sont très contents aujourd'hui par la donation des insignes là. Ce que je peux dire, nous souhaitons la transition à 100%. Et comme disait l'autre, au rendez-vous de la mondialisation, le renouveau du Mali passe par cet équilibre. Un juste milieu entre ce que fut le Mali, berceau des civilisations, et ce que sera le Mali dans le concert des nations, les pieds sur terre. Ce dossier est diffusé dans le cadre de la journée dédiée aux légitimités traditionnelles qui sera célébrée le 11 novembre prochain. D'autres sujets à suivre dans nos prochaines éditions.
Le Haut Conseil islamique du Mali remercie les autorités pour l'encadrement de la manifestation du vendredi 4 novembre et les invite à prendre des mesures diligentes pour que le présumé coupable soit entendu par la justice. Pour plus de précisions, écoutons la déclaration du Haut Conseil islamique du Mali, lue par son secrétaire général Mamadou Diamoutani, des propos recueillis par Noufoum Sissoko. Le Haut Conseil islamique du Mali a organisé le vendredi 4 novembre 2022 sur l'ensemble du territoire national des meetings suite à la publication d'une vidéo blasphématoire contre l'islam sur les réseaux sociaux. Le Haut Conseil islamique du Mali remercie sincèrement la communauté musulmane pour avoir répondu massivement à son appel. Le Haut Conseil islamique du Mali remercie également les médias nationaux et internationaux qui ont assuré la couverture des différents meetings et qui en ont fait ensuite une large diffusion. Le Haut Conseil islamique du Mali, toujours dans le souci de la préservation de la paix sociale et du bon vivre ensemble, exhorte les médias à ne pas servir de relais des messages de haine entre les citoyens et notamment des messages de blasphème contre l'islam. Le Haut Conseil islamique du Mali, comptant sur les pouvoirs publics en général et les pouvoirs judiciaires en particulier, pour réserver un traitement à la fois diligent et rigoureux de ce dossier, réitère à l'endroit de la communauté musulmane son appel à la retenue. Le Haut Conseil islamique du Mali rappelle que sa prise de position ne vise nullement une quelconque religion ou croyance. Elle est la protestation contre les atteintes portées à l'islam et la violation de l'obligation de respect mutuel que consacre la liberté de conscience, de religion et de croyance. Le Haut Conseil islamique du Mali, enfin, demande à la communauté musulmane de continuer de prier pour le retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali et dans la sous-région. Dans un communiqué déposé à la rédaction, les communautés chrétiennes du Mali indiquent suivre avec attention l'évolution de la situation socio-politique de notre pays. Cette situation est en train de prendre une dimension aux conséquences qui peuvent être incalculables, précise le communiqué. Les leaders des communautés chrétiennes, en accord avec le département en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, invitent toute la population au calme et à la retenue. Ils invitent toutes et tous à s'aligner derrière les leaders religieux dans la gestion de toutes les questions relatives à la religion. Ils exhortent les uns et les autres à persévérer dans la prière pour le Mali. Santé. Bientôt, il n'y aura plus de file d'attente dans l'unité de radiothérapie à l'hôpital du Mali. Une nouvelle machine de dernière génération d'une capacité d'accueil de plus de 50 patients par jour est en cours d'installation. La ministre de la Santé et du Développement social était à l'unité de radiothérapie pour s'imprégner de l'état d'avancement de ces installations. Elle a aussi visité les autres appareils de l'imagerie. Le constat de la visite avec Koumba Sissi. Il y a quoi de plus normal que de soulager la souffrance des personnes malades? Le traitement de celles atteintes du cancer à travers la radiothérapie connaîtra très prochainement une amélioration. La machine de dernière génération appelée accélérateur linéaire est en cours d'installation à l'hôpital du Mali. Elle a une capacité d'accueil de plus de 50 patients par jour. La ministre de la Santé et du Développement social est venue s'enquérir du niveau d'évolution de l'installation de la nouvelle machine. Avant que le nouvel appareil ne soit installé, il fallait faire des installations. Ces installations aussi doivent obéir à des normes. Donc, ce que j'ai constaté est vraiment satisfaisant. Et très bientôt, Inch'Allah, l'accélérateur linéaire sera disponible. Donc, je suis vraiment rassuré par ce que j'ai vu. Et j'ai rassuré la directrice générale aussi que les actions sont en cours pour doter l'hôpital de nouveaux équipements d'imagerie encore, donc pour mieux prendre en charge les patients. D'autres appareils de l'imagerie ont été également visités. L'IRM de l'hôpital du Mali est fonctionnel depuis 1 mois maintenant. Après un arrêt de quelques mois, aujourd'hui on est vraiment opérationnel. La capacité de la machine à traiter, on est autour de 5 patients par jour. L'examen se fait sur rendez-vous.
Cette visite a été bien appréciée par les responsables de l'hôpital du Mali, qui ont d'ailleurs profité de l'occasion pour lancer un appel à la population. Il est venu pour nous encourager et voir l'état d'avancement. Et dans l'ensemble, les choses avancent bien. La capacité de l'ancien appareil était de 15 patients par jour. Donc on a un appareil de plus grande capacité qui va nous permettre de prendre en charge beaucoup de patients et soulager quand même, gérer la file d'attente qui quand même augmente de plus en plus. Plus on est diagnostiqué tôt et qu'on commence le traitement, on a une augmentation, on peut jouer sur l'espérance de vie et on peut mieux vivre avec sa maladie. Dans un mois, le nouvel appareil de radiothérapie doit être opérationnel au grand bonheur des patients du cancer. Point Covid. Ce 9 novembre 2022, les services de santé ont enregistré 2 cas positifs sur 362 tests réalisés, 2 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 7 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Dans une déclaration déposée à la rédaction, le RDA Mali adresse ses remerciements au gouvernement éthiopien et à la Commission de l'Union africaine pour la remise du prix panafricain au président Modibo Keïta. C'est en reconnaissance du mérite du premier président malien et des grands Africains qui ont œuvré toute leur vie pour la réalisation de l'unité de l'Afrique. Le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali, PACAM, vient de remettre des kits d'entretien de pistes rurales aux brigades de veille des villages du centre à Yanfolila. Ce geste vient compléter la réalisation de plusieurs ouvrages par le PACAM dans les différentes localités de la région de Bougouni. La cérémonie de remise a eu lieu dans la commune de Bobo Fouta. Reportage à Louis Idrissa Maïga. Des pistes rurales de plusieurs kilomètres, des ponts et des centres de collecte et commercialisation de mangue, voilà les réalisations faites par le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle du Mali, PACAM, dans les différentes localités du cercle de Yanfolila et région de Bougouni. Pour l'entretien de ces ouvrages, le projet vient de remettre aux bénéficiaires des équipements d'une valeur d'environ 25 millions de francs CFA. Nous, tant qu'on réalise des infrastructures au bénéfice de nos acteurs sur le terrain, c'est de les accompagner jusqu'au bout. Vous savez, c'est des investissements qui ont coûté assez cher à l'État. Donc, en les dotant de ces outils-là, ça permet la pérennisation de ces pistes-là. Avec les 210 km de pistes rurales et ouvrages modernes mis à la disposition du cercle de Yanfolila, dont 43 km dans le cercle de Bougouni, l'État est dans son rôle, celui de désenclaver les zones rurales pour un meilleur écoulement des produits locaux. Toutes les réalisations du PACAM sont rendues possibles grâce aux efforts du gouvernement du Mali avec l'appui financier de la Banque mondiale. Le projet a participé au plan d'urgence de lutte contre la mouche de fruits, dans le cadre duquel 24 800 hectares puis 10 000 hectares de vergers ont été traités. Il convient de préciser qu'en raison notamment des performances du PACAM, le projet a obtenu une prolongation de 5 mois. Pour cet élan de générosité, je voudrais vous témoigner la reconnaissance et la gratitude du ministère du Développement rural, tout en vous demandant d'envisager la possibilité d'aller à une seconde phase du PACAM. Toutes ces demandes vont être discutées avec les autorités du Mali pour définir les priorités que le gouvernement veut voir avec mes yeux. Les réalisations nous donnent beaucoup d'encouragement. Ça montre que les efforts de la Banque mondiale avec le gouvernement ont des résultats. Après la remise des kits aux bénéficiaires, la délégation conduite par le représentant du ministre du Développement rural a eu droit à une visite guidée pour voir les ouvrages réalisés par le PACAM. Sport, football. L'AS Real de Bamako s'est qualifiée pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération en dominant cet après-midi Royal Léopard FC d'Eswatini 3-1. Le Gueliba AC, lui, joue en ce moment contre l'AS Phare du Maroc pour une place en phase de groupe de la Confédération. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous, singulièrement à vous qui nous suivez depuis la Guinée et le Sénégal. Bonsoir.